Michael qui dit bah voilà, je vois partout des conseils contradictoires sur l'art de bien prompter avec l'IA, il y a des formations de partout, on sait plus qui dit vrai, et donc du coup il donne une astuce ici de demander à l'intelligence artificielle comment rédiger des prompts parfaits. Cette technique... Dans cette vidéo, on va parler prompt engineering, les bonnes pratiques. On va voir comment elles ont évolué, qu'est-ce qui nous a été appris pendant des mois, qu'est-ce que vous avez regardé majoritairement, vous avez été des milliers à vous former, et vous avez raison, parce qu'aujourd'hui c'est une compétence indispensable. Je précise avant tout que je n'ai strictement rien contre ces influenceurs, parce que c'est un énorme travail de sortir de la vidéo, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui marche, et qu'est-ce qui est du marketing dans ce qu'on vous raconte. Essayez de concevoir un schéma d'automatisation dans ChatGPT que tout le monde pourrait reproduire et personnaliser en fonction de son activité pour ainsi automatiser beaucoup de tâches dans son quotidien que je vais m'empresser de vous partager dans cette vidéo. On va commencer par analyser les prompts qui ont été proposés dans cette vidéo qui est sur une des formations les plus téléchargées de France cette année et on va regarder si ça marche et bien comprendre chaque step de ce travail pour que vous puissiez en tirer des enseignements importants pour votre façon d'interagir avec l'IA. Mes prompts sur ChatGPT et les autres outils d'intelligence artificielle en 2025 pour obtenir les meilleures réponses possibles en utilisant les IA les moins énergivores possibles. Et donc la trame, c'est la suivante. D'abord, je vais demander à l'intelligence artificielle d'endosser un rôle. Et ça, bah voilà, c'est quelque chose qu'on a vu notamment ici chez Jean-François, qui nous explique qu'attribuer un rôle d'expert à l'intelligence artificielle, c'est bullshit et c'est une astuce de charlatan. Je vais vous démontrer juste derrière que c'est pas le cas, puisque cette... On va démarrer le tuto du prompt parfait 2025 en prenant le template qui nous a été montré, le rôle, la tâche, le format de réponse attendue, les points dits de vigilance et le contexte. En fait, tout cela a été modélisé et vous trouverez l'article dans le journal Medium. C'est un article où vous avez différents techniciens, influenceurs qui vont rédiger du contenu, mais vous avez également des personnes qui font du machine learning. En fait, ce prompt qui vous a été montré a été déjà modélisé. Ça s'appelle le framework Automate. Automate, ça veut dire agit, acte comme une personne. Tu définis si tu es un psychothérapeute, un staff, un journaliste. Définis ton audience, à qui tu dois t'adresser. Le target action, c'est en quelque sorte les tâches, c'est-à-dire est-ce que tu dois faire un résumé, est-ce que tu dois traduire, est-ce que tu dois faire du classification, est-ce que tu dois formater du contenu, générer du code et dans quel format tu veux le faire, en liste à puce, en JSON, en Python ou autre méthode. Ensuite, on a des variables accessoires, je dis bien accessoires, parce que pour comprendre ensuite qu'est-ce qu'il faut activer, qu'est-ce qu'il ne faut pas activer et comment s'en servir, comment un influenceur qui a fait 140 000 vues sur la vidéo a propagé des informations que je ne considère pas comme être des pratiques utiles et on va aller au bout. Malgré qu'il ait utilisé la structure parfaite qui est la structure framework Automate, qui est celle qui est mise en avant par des influenceurs qui sont pour certains connus. Donc on passe maintenant sur l'analyse du prompt qui a été fourni dans une vidéo extrêmement rankée dans le domaine du prompt parfait. Bonne pratique du prompt engineering juste ici, où je vais lui dire, mets-moi le nom du client, l'ID d'un projet et la description du travail ou bien du projet qu'il va lister juste après. Et après ça, on va passer au prochain protocole. Ici, le prochain protocole, ça va être le protocole de matériel. Si on regarde bien dans la partie 1, je lui ai dit que si ici je n'ai pas la liste de matériel, on passe au protocole de matériel, sinon ce protocole sera automatiquement passé pour passer au prochain protocole qui sera le protocole numéro 3. Ici, on lui dit qu'il va calculer les matériaux nécessaires à travers d'une série de questions sur le projet. Ce protocole n'est utilisé que si je n'ai pas donné la liste des matériaux nécessaires. Et en dessous, eh bien tout simplement, je vais lui dire que dans cette étape, son travail c'est de m'aider à calculer les matériaux nécessaires en fonction de la description du projet que j'aurais fait. Fais-moi passer par une série de questions sur la description pour avoir une compréhension complète des matériaux nécessaires. Tu peux décider quelles questions sont nécessaires, m'aider à avoir... Dans la structure, on identifie un rôle, tu es un professionnel, tu es spécialisé, tu dois répondre, et on voit aussi des étapes qu'il appelle protocole, avec un format de réponse et une liste de matériel. L'idée, vous l'avez compris, c'est de créer une sorte d'automate qui soit en mesure d'identifier dans le domaine du BTP les éléments des produits à lister par rapport au nom du client, au projet, et d'analyser l'ensemble nécessaire pour faire un projet de construction. La question, et on va voir ensemble, c'est comment le prompt a été construit et est-ce que l'ensemble du contenu, que je vous laisse lire si vous voulez prendre le temps de le lire, il est fonctionnel. Et encore un autre sujet, est-ce que ChatGPT ou l'IA que vous êtes en train d'utiliser est compétente dans le domaine que vous êtes en train de tester? Est-ce que lorsque vous suivez un tutoriel qui vous indique que vous pourriez automatiser votre processus de devis dans le mode du BTP, ou j'en avais fait une autre sur quelqu'un qui donnait des pannes de mécanique avec
avec ChatGPT, est-ce que ce sont des situations que vous pouvez réellement utiliser? Donc, le fait que vous utilisez la structure automate ne vous garantit pas d'avoir et d'obtenir quelque chose qui va être efficace en sortie. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu plus de subtilité, de comprendre qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'influenceurs se prennent les pieds dans le tapis et vous allez voir qu'ils sont en train de changer de discours. Et quand on a attaqué mon contenu et ma chaîne, lorsque j'expliquais qu'aujourd'hui, dans la majorité des prompts que vous avez malheureusement des prompts qui sont complètement inefficaces et qui sont des généralités emballées dans du marketing, vous allez vous en rendre compte en suivant petit à petit les vidéos et en comprenant que ce qu'on vous a donné, c'est la capacité des systèmes à compiler des mots, mais c'est pas parce que vous compilez des mots que l'information est pertinente et correctement amenée. C'est à cette prise de conscience que j'essaye de vous amener et que, bien entendu, ça déstabilise une façon de faire, un marché, ça gêne. Sinon, on n'aurait pas fait sauter ma chaîne en moins d'un mois, on n'aurait pas fait sauter mon compte en me disant contenu dangereux. Je suis en train de publier des contenus sur l'IA. Je suis pas en train de vous dire comment faire du cocktail Molotov. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Pour comprendre cela, à un moment, je vais vous parler des bases vectorielles et vraiment vous faire comprendre certains éléments et on va y arriver progressivement. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va voir dans un exemple, parce que vous allez comprendre que c'est pas parce que vous allez utiliser la structure du prompt comme une recette, comme si c'était une recette de cuisine, que vous allez obtenir le plat 5 étoiles au guide Michelin. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est beaucoup plus subtil, et c'est ce que j'essayais de vous donner comme information depuis le lancement de la chaîne, que beaucoup d'influenceurs qui, dans la facilité d'obtenir une réponse avec ChatGPT ou n'importe quel LLM, parce que quoi que vous lui demandiez, il va vous créer du contenu. Si je demande à ChatGPT de rédiger un thriller qui va être un best-seller et plus tard adapté au cinéma, est-ce qu'il va être en mesure de me rédiger ce type de contenu? Pourtant, il va me dire, voici le début d'un thriller captivant, le syndrome du phénix, et il va me rédiger 800 mots à tout casser. Donc, le problème principal, c'est que quoi que vous demandiez à une IA, il va vous sortir quelque chose. Vous avez compris que ce que je vais éditer, ça va pas être un thriller, ça va pas être un best-seller, et ça va pas être non plus adapté au cinéma pour que je fasse un carton au box-office. Sujet sur l'analyse de l'information par un LLM, et pour cela, j'ai envie de vous parler sur une formation que j'ai développée. Si vous êtes débutant, vous avez une formation spécifique, vous avez tous les principaux modèles d'IA, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Qwen, Perplexity, Mistral, Notebook et tant d'autres, avec des bases de prompt engineering expliquées simplement, de manière efficace, associées à des bots pour vous améliorer dans votre travail professionnel. Si vous avez un bon niveau déjà en prompt engineering, vous avez une formation qui est dédiée sur les modèles de raisonnement. Toutes les formations sont au minimum de 30 heures. Et là, on va commencer à traiter quelques sujets qui vont traiter du raisonnement des LLM. Dans cette formation, on va attaquer les systèmes d'hybridation des modèles, comment on travaille avec les modèles de raisonnement, et on va parler justement en profondeur des mécanismes d'attention, des vectorisations et des bases de données. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas du code, c'est apporté de manière à ce que vous puissiez surtout l'utiliser en entreprise et pour créer des automates et des chats. Dans le domaine des professionnels juridiques, médicaux, thèses et livres, j'ai développé une formation où chaque réponse que vous pouvez avoir d'un LLM peut se situer entre 4000 à 6000 mots pour gagner du temps lorsque vous rédigez du contenu. Ensuite, vous avez une formation dédiée aux entreprises qui a pour but de vous montrer ce qu'on peut faire avec aujourd'hui l'automatisation des agents IA, des chatbots, et comme ce petit système ici, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message pour avoir des réponses sur les formations. Je parle de cela parce qu'on va introduire un sujet que vous avez déjà vu maintes et maintes fois, c'est la notion de tokenizer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez recevoir une information, le LLM, un texte, ne va pas le recevoir tel que des mots, mais il va découper ces mots en segments qui sont des tokens, et ces tokens sont ensuite identifiés, et ensuite ils sont répertoriés en vecteurs. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que les mots sont en fait identifiés dans un mapping, dans une carte, vous voulez, qui va représenter sa base de connaissances, et il peut faire ça une fois qu'il a été entraîné sur des datas qui ont préalablement défini ce qu'il était en mesure de connaître et de pas connaître. Le LLM donc est complètement dépendant de ce qu'on appelle son système neuronal, son système d'entraînement, donc le corpus, et des algorithmes qui sont composés à l'intérieur de ce qu'on appelle des couches cachées. Je rentre pas dans les notions de RLU et softmax, mais le but c'est de définir ce qu'on appelle une cross-entropie, les mots les plus probables qui sont associés
liées à votre demande initiale. Lorsqu'on parle de demande initiale, on va s'intéresser à voir comment est structurée en fait une base vectorielle d'un modèle qui a été entraîné. Et ça, c'est une base vectorielle qui est open source, et je vous explique rapidement comment c'est. La base vectorielle est définie en fait sur tout l'ensemble des données qui composent ses connaissances. Chaque fois qu'on lui a posé une question, on l'a entraîné avec une question, une réponse, et on a drivé le modèle pour lui dire, voilà, de tel sujet, tu vas répondre de cette manière, et on a défini ce qu'on appelle des patterns. Vous allez voir que chaque mot va être associé à l'utilisateur a posé ce type de question, et tu as réagi de cette manière, et tu as formaté ton document de telle manière. Ça, c'est ce qui va définir en fait la partie des connaissances. C'est pour ça qu'il y a des mises à jour, et que vous voyez qu'il y a des modèles qui ont des capacités de plus en plus évoluées dans le code, dans les sciences, ou d'autres capacités telles que la richesse du vocabulaire, et tout cela va être divisé en secteurs. Ces secteurs sont définis donc dans des coordonnées, et on va comprendre que définir certains paramètres va permettre d'affiner et de concentrer la capacité de calcul de la mémoire et des processeurs sur certaines zones pour arriver à faire fonctionner votre prompt système. Et on peut retrouver les mots-clés par concept sémantique, c'est-à-dire lorsqu'il y a des éléments qui ont des correspondances à travers ce genre de système. Alors, en passant là-dessus, si on s'intéresse à comprendre, c'est que déjà, vous vous rendez compte qu'il a catégorisé par exemple certains sujets tels que la géométrie à certains endroits, les angles sont à certains endroits, et si on va prendre d'autres sujets tels que l'éducation universitaire, on a une distance entre les deux éléments, un se situant ici et l'autre se situant à l'autre bout, qui sont relativement éloignés mais qui appartiennent à un ensemble de connaissances. Ça veut dire que lorsque vous faites appel à certains éléments, on va commencer à focuser sur des zones, et vous voyez que ces couleurs vont nous permettre de distribuer les sujets. Et donc lorsque vous allez activer par exemple la trigonométrie, vous allez vous rendre compte qu'on identifie où se situent les sujets de la trigonométrie dans la représentation vectorielle. Et ça, c'est très important parce que quand vous allez commencer à traiter d'autres problématiques qui vont être par exemple le sport, vous vous rendez compte que ce sont des sujets qui se représentent de manière assez éloignée. Ce qui veut dire que si vous demandez en fait au modèle plusieurs tâches et que vous n'utilisez pas des mots suffisamment clairs, vous n'allez pas combiner de manière efficace la possibilité d'associer des concepts avec d'autres éléments parce qu'ils sont en termes de distance éloignés. Ça s'appelle la distance vectorielle qu'on définit par la distance euclidienne ou le cosinus de vecteurs, mais sans rentrer dans ce type de détails, ça détermine en fait la proximité des sujets. Et lorsque vous allez sur un point en particulier, je clique sur un point au hasard, vous allez vous rendre compte que vous avez la question qui dit l'utilisateur a posé cette question, le raisonnement du LLM doit commencer à ce point-là, il doit raisonner de cette manière et il doit effectuer ces étapes de raisonnement. Donc ça va définir en fait les domaines d'entraînement. Et plus le modèle va avoir d'éléments d'entraînement, plus il aura des possibilités à proposer à l'utilisateur. Il n'aura pas qu'un seul élément de réponse, mais il en aura plusieurs. Mais il ne pourra pas inventer ce qu'il ne connaît pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un LLM n'a aucune connaissance du monde réel. Ce qu'il connaît, c'est simplement des mappings, un map monde de la production textuelle humaine qu'il a représenté et qui ont été classifiés à travers des algorithmes. Donc ce n'est pas, encore une fois, quelque chose qu'il faut humaniser. Donc ça veut dire que lorsqu'on reprochait qu'on utilise tu en s'adressant à l'IA et qu'on le personnifiait, en fait, c'est juste deux points de vue qui ont une perspective qui est différente, mais qui peuvent se défendre l'un comme l'autre. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on est en fait sur un système qui a des algorithmes qui font des calculs, et ça, c'est le point capital. Et qu'il faut, bien entendu, pas commencer à personnifier le système, on est simplement sur une machine qui a une capacité de rapprocher des concepts par ses système de calcul, et qui a été entraîné, et on lui définit en fait un système rôle dans lequel on l'a appris. Ce sont des êtres humains qui ont défini, en entraînant le modèle, c'est un système qui a été fait par feedback humain, en lui apprenant les séquences logiques de réponse sur certains types de problématiques. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a plein de mots qu'on vous avait lui donner, qui vont être tu connais toutes les pratiques, tu as les meilleures expériences dans les plus grandes entreprises. Ça ne voudra rien dire. Il ne connaît que ce qu'il a dans les bases d'entraînement. Il ne pourra comparer que ce qu'il a eu comme réponse qui lui ont permis de créer ces maps. Sorti de ce cadre-là, ça ne veut rien dire. Donc il a plusieurs façons de gérer le problème. Soit il va exclure les mots qui ne servent à rien, et ça c'est le meilleur des cas, soit ces mots-là vont complètement perdre le modèle, parce qu'il va pas savoir qu'est-ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et ça c'est toute la difficulté, si on rentre dans la partie scientifique, qui pose aujourd'hui, la plupart du temps, en échec les modèles. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a bien compris que les LLM, pour une question d'efficacité, ont la nécessité de se concentrer sur
sur des domaines de préférence avec des concepts sémantiques proches et qu'ils activent cela par des mots-clés, le mot-clé, il est là. Par exemple, si je vais parler de équation racine carrée, vous voyez qu'il y a plusieurs sujets qui vont être reliés. Équation, roots, inequality, fractal. Ce sont des groupes de concepts qui appartiennent à des éléments qui sont habituellement corrélés et donc qui, dans les contenus des textes, sont habituellement proches. Si je vais commencer à appeler donc des éléments qui sont éloignés, il ne pourra pas explorer dans suffisamment de dimensions les possibilités et les contenus pour pouvoir l'associer à un autre sujet. Et donc on commence à perdre en cohérence et en profondeur dans le sujet. Ça veut dire que lorsque vous voyez des prompts où vous commencez à avoir des pavés et vous commencez à avoir beaucoup d'étapes qui sont envoyées dans un système, le LLM doit faire des choix. Et ces choix sont clairs. Il a une puissance de calcul limitée, il a une mémoire qui est limitée, il fera avec les mots que vous lui donnez, mais il fera avec ses capacités qu'il a. Donc, très souvent, ça ne sera pas adapté. Au regard de ce que je vous ai dit précédemment, est-ce que c'est donc opportun de dire « Tu es un professionnel de la vente B2B dans des petites entreprises françaises, tu es spécialiste dans la création de devis d'estimation de projets basés sur les besoins de mes clients, tu dois répondre à un ton professionnel, lorsque je te demande des détails spécifiques du projet, tu dois m'aider à trouver les prix actuels. » Est-ce que techniquement, il a, ChatGPT, une base de données des prix, des listes matériaux? Vous allez me dire, on peut lui fournir en PDF. D'accord, et sur quels critères il va être capable d'associer des matériaux venant de Roi Merlin, Castorama? C'est ce qui est fait dans ce système de prompt. Il a aucune connaissance des compatibilités des produits, il a aucune connaissance des possibilités et des matériaux. Si vous avez un doute, voyez la suite, on va en parler, vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'en fait simplement de compiler des mots en utilisant l'IA et que, parce que les personnes n'ont pas été éduquées à avoir connaissance de comment ça fonctionne, ils vont se dire, on a un outil qui est en train de faire mon travail à ma place, je n'ai plus besoin de prendre une secrétaire ou de faire des devis, il est capable de tout faire. C'est pas le cas. Ici, je vais lui dire que j'ai un projet pour une entreprise qui s'appelle Saral, elle va embellir son jardin avec une belle pergola solide, et pas n'importe quelle pergola, mais celle qui sera la plus belle du quartier. Nous parlons d'une structure solide de 10 mètres x 10 mètres, entièrement faite de bons bois de cèdre, et elle veut que cela ressemble à une petite escapade juste à l'extérieur de sa maison. Alors maintenant que vous avez vu les bases vectorielles et qu'on a parlé des données d'entraînement, est-ce que le fait qu'on lui dit qu'on va embellir un jardin, est-ce qu'on lui dit qu'on va être dans la sensation du quartier avec une super pergola? Est-ce que le fait qu'on lui dise que c'est du super bon bois de cèdre et que ça ressemble à une petite escapade juste à l'extérieur du jardin? Quand vous voyez un tutoriel comme ça, sans parler du fait des compétences éventuelles de ChatGPT, est-ce qu'il est en mesure de vous dire si une pergola de 10 mètres par 10 mètres, ça va tenir, à quelle force de vent, quel va être le poids de la toiture, quelle est la dimension des plots, est-ce que la dimension du bois est suffisante pour tenir l'ossature totale? Ça, c'est des questions fondamentales auxquelles il faut se poser. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce sujet, vous vous rendez compte que le LLM, il va devoir comprendre qu'est-ce qui est important dans ce texte pour qu'il puisse compiler des mots. Parce qu'en aucun cas, vous êtes face à un expert, un architecte, qui est en train de vous dire « j'étudie votre projet pour voir ce qui est réalisable ». Et ça, c'est le gros danger, encore une fois, des LLM, c'est-à-dire que dans ces types de vidéos, vous avez l'impression, comme les influenceurs qui vous disent « j'ai codé un programme et je gagne 600 € par jour sans rien faire, c'est l'IA qui travaille à ma place », on est dans la même circonstance, on est en train de vous dire « je fais faire mes devis par ChatGPT, vous n'avez plus besoin d'employer une secrétaire, vous n'avez plus besoin d'employer un géomètre ». C'est un peu le raccourci qu'on pourrait presque faire et que maintenant, peut-être, vous avez compris que c'est peut-être pas la bonne manière d'interagir avec l'IA. Mais on est sur quand même des formations qui sont les plus téléchargées de France. Par le protocole de matériel. Ici, il va me demander des informations sur les matériaux dont j'ai besoin. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui donner ici des informations. Il va me... Alors, encore une fois, on est en train de demander à l'IA d'être capable de définir des structures de bois qui n'a aucune compétence dans le domaine. Et le pire, si vous regardez bien, on a 10 mètres par 10 mètres, 6 mètres de hauteur. Est-ce que vous avez déjà vu une pergola avec 6 mètres de hauteur et l'IA qui ne bronche pas, qui vous dit il faut des vis à bois de 15 cm? Essayez de structurer une pergola de 10 mètres par 10, en plus 6 mètres de hauteur, vous avez peut-être compris, il s'agit d'un building de 5 étages, mais il vous dit, vous mettez des guirlandes lumineuses, vous mettez des poteaux de 20 cm, ok. Bon, ça c'est pour vous montrer que malgré le fait qu'on ait donné un persona, un contexte et d'autres éléments, on est en train de complètement de s'embarquer, et malheureusement d'embarquer beaucoup d'utilisateurs. Moi je vous déconseille ce type d'interaction, et à un moment pour l'appliquer dans le domaine professionnel et ne pas se mettre
en danger, il faut réellement utiliser ces outils, sinon vous mettez vous ou votre entreprise en danger. Et c'est pas le fait, si vous voulez, que vous avez quelque chose qui va être marqué à l'écran, que vous avez une quelconque assurance d'avoir une sécurité, si vous voulez, de votre contenu. Donc globalement, je pense qu'il faut, que vous compreniez que c'est pas parce que vous voyez des vidéos qui, en plus, comportent des erreurs, et qui, malgré tout, peuvent appliquer les bonnes pratiques, parce qu'on a bien vu qu'on avait un persona, un contexte, des tâches, mais c'est quand même plus fin que ça. L'IA, moi je l'explique depuis un certain nombre de vidéos qui malheureusement ont été attaquées, parce que dénoncer ça, c'est de montrer aussi que des pratiques qui sont vendues comme des prompts parfaits et des méthodes infaillibles de professionnels, en fait elles le sont pas. Elles sont malheureusement appuyées sur le fait qu'un modèle de LLM est toujours capable de fournir une réponse, et que même avec le modèle le plus sophistiqué que vous pourriez utiliser, si vous ne prenez pas le temps réellement de comprendre comment on interagit et comment ça fonctionne, vous allez partir en disant je vais demander des fonctions et des prompts qui ne seront absolument pas utilisables en entreprise, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la majorité des gens qui vont utiliser vont le faire pour du contenu qui va être publié sur les réseaux sociaux, mais que vous n'arrivez pas correctement à l'utiliser. Et pour cela, c'est pour ça que je vous propose de vous aider à le faire, et vous avez toutes les infos en description. Prompts ne doivent pas tutoyer l'intelligence artificielle. Tout ça démontre une vraie méconnaissance de l'outil d'intelligence artificielle, une vraie méconnaissance du fonctionnement des modèles de langage, et ça donne le post qu'on a vu juste ici de Michael Aguilar, que j'ai vu ce matin parce que j'ai été tagué dans les commentaires. Alors, qui dit vrai, le post ou l'influenceur? Est-ce que c'est capital d'attribuer un rôle d'expert à l'IA? Est-ce que c'est utile de tutoyer l'IA? Est-ce qu'il faut faire 10 lignes pour faire un prompt? Non, malheureusement, je serais plutôt d'accord avec le post. Regardez ce test qui a été fait par un autre influenceur, et vous allez plus précis si on veut apprendre quelque chose sur un sujet en particulier. Par exemple, j'ai envie d'apprendre comment fonctionne réellement un virus sur un ordinateur, et donc une première chose, j'ai envie de savoir si quand je fais une demande classique pour qu'il m'explique quelque chose, par rapport à lui faire une demande en lui disant au préalable qu'il est expert dans un sujet, est-ce que la réponse va vraiment être différente? On va voir si c'est important. Donc on va comparer entre deux fenêtres. Donc la première fenêtre, on va demander explique-moi comment fonctionne un virus sur un ordinateur tout simplement, et dans l'autre fenêtre, on va lui dire tu es expert en cybersécurité, explique-moi comment fonctionne un virus sur un ordinateur. Donc la même demande avec juste au préalable le fait de le qualifier d'expert. On lance les deux demandes en parallèle, on va voir la réponse, la rapidité, si c'est plus pertinent. J'ai l'impression que ça va un peu plus vite à gauche, mais il n'y a pas forcément de grande différence. D'ailleurs, c'est à peu près pareil. Alors on voit en termes de contenu que globalement on a infection initiale là, infection initiale ici, donc le contenu est globalement à peu près le même, exécution du code malveillant, activation, propagation, réplique, globalement on voit que les réponses sont à peu près les mêmes, que ce soit en termes de contenu, mais surtout en termes de forme. À la fin on a une conclusion globalement pareille, franchement il y a quasiment aucune modification, donc tu vois par rapport à ce que beaucoup de personnes disent, ça sert à rien de faire des choses trop compliquées, des personnes vont te dire que tu dois absolument qualifier ChatGPT en tant qu'expert sur le sujet avant de lui demander de répondre à une question sur ce sujet, au final on vient de montrer que ça sert à rien, c'est important de passer du temps sur les prompts, mais pas de rajouter des éléments qui vont être superflus. Évidemment, quand tu demandes à ChatGPT de l'expertise sur un sujet en particulier, il va faire appel au maximum de ses ressources pour pouvoir répondre le plus pertinemment possible. C'est pas... Là, globalement, je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce qui a été dit. On se rend compte que la notion de tuer, donc déjà, il y a deux éléments. Un, il est en train de tutoyer dans le prompt de droite, et il a attribué en plus un rôle expert, et dans l'autre cas, il ne l'a pas. Et on n'a substantiellement aucune différence. On va rentrer plus en détail dans ces éléments-là, mais il faut comprendre qu'il y a des subtilités dans les structures, et que on peut, dans certains cas, utiliser du role prompting, et dans d'autres cas, non. Mais c'est justement la différenciation des cas d'usage qui vous aide à prendre quand est-ce que vous devez le mettre, quand est-ce que vous ne devez pas le mettre. Mais depuis le début, on vous donne trop de prompts magiques et de formules magiques qui vous font croire que vous avez la recette de cuisine qui fonctionnera dans toutes les circonstances. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. J'ai modélisé beaucoup des interactions en regroupant des schémas d'action pour arriver à modéliser en fait ce qu'il y a à faire. Et ça m'a permis d'obtenir la bonne structure au bon moment. Et ce que je peux vous dire que globalement, tutoyer l'IA, ça n'a pas d'intérêt. Le rôle, c'est marginal et c'est uniquement dans certaines circonstances que je vais détailler par la suite. Mais donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé et moins personnel. Et ce que vous vous rendez compte, c'est qu'il y a des influenceurs qui, pendant un certain temps, ont défendu des principes, des concepts, mais ils se sont un petit peu enfermés dans ça, sans se rendre compte qu'il y avait d'autres façons de faire qui fonctionnent. Et des questions aussi, quel est le résultat qu'on veut obtenir. Ce qu'on vient de voir, c'est que le fait d'attribuer un rôle et de mettre des tâches ne définit pas forcément la manière correcte d'utiliser une IA. Ce qu'il faut également voir, c'est que pourquoi on a dit il attribue un rôle expert à l'IA, fondamentalement, en fait, ce qui est marqué, c'est pas faux non plus. Parce que vous n'avez pas qu'une seule manière d'interagir avec l'IA. Je vous ai vraiment expliqué ça dans les formations. Quand vous avez besoin de prendre en main ces outils et de comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin avant tout de savoir travailler avec, parce qu'on peut pas se suffire de ce qu'on nous propose sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a
ce qu'on appelle un système costard. Alors ça s'appuie en fait tout simplement qu'on n'a pas besoin de persona. Le persona n'est absolument pas nécessaire. Je vous montrerai une autre séquence qui va vous l'expliquer et qui va le montrer également. En fait, on s'appuie sur une approche différente qui est contexte. On va planter le décor. Là aussi, en fait, tout est question de compréhension des mots-clés qui activent les algorithmes, d'objectifs, l'objectif recherché, le style, le ton sont des éléments qui sont nécessaires, mais que dans un cadre bien précis au final. Le style et le ton ne sont pas nécessaires dans tous les cas. Le public cible, c'est pareil, c'est pas toujours nécessaire. Et la réponse dépend de ce que vous voulez. Par défaut, vous allez très vite voir que ChatGPT va très souvent répondre sous format de bullet point. Vous voyez que là, j'ai demandé un best-seller pour un livre, j'ai même pas 600 mots, et au final, il me dit voici les points clés. J'ai jamais demandé de points clés dans ma structure. Donc vous vous rendez compte qu'il y a des paramètres en fait par défaut qui sont mis à l'intérieur du système, et que si vous voulez les modifier, dans ce cas-là, vous avez la nécessité en fait d'intégrer des éléments tels que le format de réponse dans la manière dont ça va être structuré. Mais on n'est pas donc obligé d'attribuer un rôle à l'expert, et ça n'a aucun intérêt de le tutoyer également. Donc c'est pas tout est vrai, pas tout est faux, il y a des éléments qui fonctionnent, mais c'est la finesse de comprendre dans quelles circonstances on peut utiliser certains domaines, et que vous allez par ailleurs comprendre que le système automate, c'est-à-dire vous avez vu précédemment le fait que vous avez un persona, ça ne marchera pas dans certains contextes, notamment si vous voulez développer des structures dans le domaine médical et juridique. Ça ne sert à rien de marquer tu es un avocat. On va prendre un exemple près où vous preniez. On a parlé tout à l'heure que les LLM n'ont aucun domaine de compétences si ce n'est que des données d'entraînement, et donc ils vont comparer la base de sondé à ce que eux ils ont reçu en entraînement, ils ont classifié, et on l'a largement vu dans ces modèles-là, on a vu que ces systèmes étaient classifiés et zonés dans des bases vectorielles qui ressemblaient et rassemblaient des questions-réponses qui sont d'un domaine défini. Et donc, à partir de là, ils définissent qu'est-ce que ce mot-là habituellement fait dans ce contexte et à quel autre mot il est associé pour définir les mots qui vont être probablement fournis dans ce type de demande. Donc, lorsque vous allez commencer à dire à un système, je prends un exemple comme un autre, on pourrait prendre d'autres prompts, mais globalement, tu es un critique de divers domaines d'activité, divers domaines. Déjà, quelle base vectorielle il va choisir? Ça pose déjà une première question. Vous lui dites, tu es un expert d'analyse et d'évaluation d'idées, ok, de projets, de travaux, de toute nature, de création de contenu. Donc, au final, il doit quasiment utiliser 45% de la base de données. Entrepreneuriat, investissement et créativité. 90% de la base de données. Ensuite, vous lui dites quoi? Qu'il doit évaluer la qualité d'un sujet que vous lui soumettez. Il doit faire des préconisations pertinentes. Je ne sais pas ce que ça veut dire pertinent. C'est quoi une préconisation pertinente? C'est quoi des feedbacks positifs? En restant bienveillant. N'oubliez pas, on est sur un système qui va utiliser un mot qui va activer des zones, comme un cerveau, si vous voulez. Donc, si j'active des zones qui sont proches, formule mathématique, algèbre, et les finances, vous voyez qu'il y a déjà une certaine distance. Et vous comprenez qu'on est en train, en fait, de bombarder le modèle, qui sont, quel est le rapport de la notion de bienveillance, quelle est une notion de feedback constructif ou préconisation. Ce qui est dit là comme idée, c'est, j'ai un contenu, identifie le type d'idée, une fois que tu as identifié, tu vas comparer par rapport à ta base d'entraînement pour définir les autres patterns et de faire, en conséquence, une analyse comparative. C'est la traduction. On n'a pas mis 5 lignes, on a mis 10 mots. Ensuite, on dit, ta tâche est de noter les idées, les projets, mais on va les noter avec quel comparatif? En se basant sur quoi? En te basant sur les principaux critères d'évaluation. En fait, c'est des généralités. Mais encore une fois, vous allez voir que si vous regardez de nouvelles vidéos, tout à coup, il y a un changement de discours qui dit, il faut surtout pas mettre de la généralité, il faut être précis. Mais en fait, 99%, 100% quasiment des prompts, c'est que de la généralité qui est structurée de cette manière et qui dit, selon tes expériences et tes expertises. Il n'a aucune expérience expertise. Qu'est-ce qu'on active comme base de données quand vous utilisez expérience et expertise? C'est la question. Elle est où l'expérience et l'expertise en rapport à un domaine? Donc, si vous voulez lui dire qu'il faut être précis et qu'il faut détailler, vous lui dites précis et détaillé. Ça sert à rien de faire du marketing d'enrobage dans la formulation pour lui dire que vous voulez en fait de la qualité sur un sujet. Par contre, quand vous établissez un système de notation, il va évaluer en fonction de quels critères. Ensuite, dans le prompt, il y a à la fin de chaque critique, tu mettras un résumé rapide. Ok, c'est rien de spécial. Tu dois faire preuve d'initiative. Encore, on est en train de mélanger un peu tout, si vous voulez. On fait de l'analyse de domaine, d'identification de domaine, de l'analyse comparative, du conseil. Ensuite, il doit mettre une notation. On ne sait pas sur quel rapport il doit le faire. Et ensuite, il doit avoir l'initiative. Est-ce que vous pensez qu'en faisant 6 actions différentes dans le modèle de ChatGPT, vous allez permettre d'optimiser le fonctionnement des algorithmes et de la mémoire pour chacune des tâches? Dites-moi-le en commentaire, à votre avis. J'ai pris un prompt au hasard, je ne suis pas allé chercher, ou on pourra en prendre d'autres si vous voulez, mais globalement, moi, ce qui m'a gêné depuis des mois, et sur lequel, en fait, j'ai voulu mettre
mettre l'accent et que vraisemblablement ça gêne en fait de débattre ce type de sujet, alors que je pense que tout le monde en sortirait grandi. Les premiers c'est vous, parce que vous allez apprendre peut-être des choses, et que eux vont commencer à changer leur discours, et tout à coup, les listes à prompt ça va plus exister, ou il y aura un warning en vous disant, quand je sais pas m'en sortir d'un sujet et que je suis à un niveau 0, c'est mieux que rien avoir. C'est vrai, c'est mieux avoir ça que rien avoir, mais le problème c'est que la majorité des gens, ils vont se simplifier tellement le travail qu'ils vont pas chercher à comprendre que ça va vous mettre en fait en échec. Vous pourrez pas à un moment donné l'utiliser réellement dans le domaine professionnel. C'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être apprendre à s'en servir plutôt qu'à penser que ça suffit pour travailler, ce qui n'est pas le cas. La meilleure façon en fait pour le comprendre, c'est de poser la question en fait à ChatGPT. On va prendre le système, on va lui demander ce qu'il en pense au niveau du prompt et de voir ce qu'il va nous dire. On fait ça à chaud. Je demande simplement quels sont les points essentiels de ce prompt à ChatGPT et on va avoir juste une liste à puces, grosso modo, des éléments capitaux. Sur toutes les phrases qu'on a là, qu'est-ce qu'on a comme élément important? On a un rôle, on a des compétences, on a une méthodologie d'évaluation qui n'est pas présente et une synthèse de l'élément. Ok, donc tous les mots qui sont là peuvent se résumer en fait dans cette structure de colonne. Okay. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce qu'il peut réellement faire ce qu'on lui demande de faire? Ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre exemple, c'est qu'on lui demandait de faire de l'analyse par rapport au BTP et de construire et d'évaluer une pergola, le nombre de pièces, les vis, la structure. En d'autres termes, est-ce que c'était viable de le faire? À aucun moment, le LLM vous a dit attention, tu es en train de me demander une pergola de 10 mètres par 10 en plus 6 mètres de hauteur, des vis de 15 cm, ça risque d'être un petit peu léger. À aucun moment, il vous l'a dit. Donc, c'est la même chose qui va se passer ici. La différence, c'est que il va pas vous dire, je n'ai pas de méthodologie, je sais pas comment je vais analyser objectivement, ça veut rien dire, hein. Quelle est une analyse objective et une préconisation pertinente? Par rapport à quoi c'est pertinent? Et il y a des éléments qui sont une analyse objective, ça va au contresens de ce qu'on appellerait de la bienveillance. Soit c'est objectif, soit c'est bienveillant. Bon, ok. Donc, ce qu'on va lui demander, c'est quels sont les éléments dont il a besoin pour aller au but de ces éléments. Et donc, on va lui demander quels sont les éléments dont il a besoin pour exécuter le prompt. Et normalement, il devrait me dire, comme je vous dis précédemment, que j'ai besoin en fait de connaître ton projet. Je vous dis ça avant qu'il commence à donner la réponse, hein, comme ça on va regarder ensemble. De définir qu'est-ce que c'est qu'objectivement la manière dont on veut analyser le système et que on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on attend comme feedback. Ensuite, l'analyse avec laquelle on va vouloir définir les notes, donc les critères d'évaluation. Ça, c'est les grandes lignes capitales qui me semblent très claires et identiques. Donc, pour exécuter ma tâche, j'ai besoin de la nature du sujet, l'idée, le projet, le domaine, la description détaillée du sujet, la présentation, l'objectif, le contexte. Ok, sur ça, on est bon. Ensuite, j'ai besoin des critères d'évaluation spécifiques du domaine. Quels sont les domaines? Quels sont les aspects à évaluer? Ok, donc là, vous avez compris que c'est exactement ce que je venais vous poser précédemment. C'est qu'en fait, on est en train de, depuis le départ, de se dire, il va sous-entendre tout ce qu'il y a à faire, j'ai juste des mots magiques à mettre et l'IA va se débrouiller. Et moi, je vous dis, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche et ça fait des mois que j'essaye de porter ce discours. Et vous avez en fait, malheureusement, le discours marketing dominant, mainstream, qui vous est dit, dans toutes les vidéos qui sont vues, la façon la plus simple, c'est que tu poses la question et t'as le résultat parfait. Et c'est pas vrai. C'est pas ça que ça fonctionne. Donc, de dire ça, je pense que ça va faire un électrochoc à certains parce que vous comprenez que tout à coup, il est en train de vous dire, le LLM, la manière dont on m'a fait travailler jusqu'à maintenant, c'est pas la manière optimale. Et je pense que ça, c'est important de le dire dès le départ. Quand je vais vous donner une information, je vais vous dire, attention, ça, c'est une partie de l'information, mais il va manquer d'autres éléments. Ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir définir le degré de profondeur de l'analyse. Il va falloir définir, par exemple, le retour et les critères d'évaluation. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous vous rendez compte que le LLM ne pourra pas, au final, appliquer le prompt qui est là, parce que sa structure, la manière dont c'est amené, ne permettra pas de correctement, en fait, utiliser. Alors, je comprends la pédagogie. L'idée, c'est de vous livrer un outil rapide, mais moi, j'ai besoin aujourd'hui de me rendre compte que on a besoin aujourd'hui de réellement travailler et que si on continue, en fait, à utiliser que ce type de raisonnement-là, on peut produire que ce type de contenu-là. On ne pourra pas le déployer réellement, pour moi, dans des domaines pro, parce que c'est pas suffisamment amené de manière à ce qu'on puisse en prendre le contrôle dans le domaine professionnel. Après, ça a eu l'avantage, bien entendu, de permettre à beaucoup de gens de mettre un pied à l'étrier, mais je pense que cette passerelle-là, elle est nécessaire à un moment donné quand on a besoin de comprendre que c'est un outil de travail. Si vous payez un forfait tous les mois pour pouvoir utiliser cet outil, vous voulez, c'est pouvoir l'utiliser, le rentabiliser. Pas juste créer des images et des articles de blog de 800 mots. Je reprends juste une ligne rapidement parce que au hasard, je vois coach en finance, et en général, quand on a des systèmes comme ça, il y a toujours des pépites. Tu es un expert dans l'art de faire de l'argent. Voilà. Est-ce que ça, faire l'art de l'argent, est-ce que ça, c'est pas du marketing de dire ça? Tu es reconnu pour ta créativité et ta manière d'y parvenir. S'il est reconnu, ça sert à quoi? En base vectorielle, on active quoi en fait là-dedans? En lui disant l'art de l'argent. Ok, rentabilité, argent, basta. Est-ce qu'on a besoin de enrober tout ça en disant tu vas démarrer mes 1000 mes 100 en 1000 euros? Vous voyez, là où je dis qu'à un moment, en fait, on tombe dans la facilité du marketing. Encore une fois, c'est un peu comme un emballage super
flux du contenu. Le contenu, c'est simplement quels sont les sujets associés à mon projet dans la base de connaissances. Donc on n'a pas besoin en fait de mettre tout ça en disant tu es expert dans l'art de faire de l'argent, reconnu pour ta créativité, de manière d'y parvenir, je démarre avec 1000 euros, tu vas m'aider à transformer en 10 000 ou autre. C'est ça en fait, c'est cette systématisation de la surenchère qui aujourd'hui, je trouve, a perdu beaucoup de personnes dans la facilité de l'argent facile, dans ce concept-là, au lieu de se dire en fait il faut réellement comprendre comment ça fonctionne, pouvoir l'utiliser et avoir ces phrases-là. Quelle proposition possèdes-tu pour faire de l'oseille? Voilà. Je trouve qu'on est vraiment tombé dans cette notion de facilité permanente et j'espère que ça vous servira un petit peu à en prendre conscience. Ça enlève pas que je pense que c'est fait de bonne foi. La manière dont c'est amené, c'est clair. Je remets pas ça en question. Ça, c'est presque ludique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interpréterai. C'est presque ludique, mais quand je vois ce type de prompt-là, je vous dis qu'avec ça, non, vous n'ouvrirez pas une agence de coach en finance pour conseiller des utilisateurs. Et bien maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse la même demande. La finalité est la même ici. Je vais demander au pire modèle de ChatGPT actuellement, mais avec un prompt optimisé, comment améliorer les réponses que j'obtiens de la part de ChatGPT. On va comparer les deux réponses et vous allez voir, je suis sans filet, c'est aussi les aléas, j'allais dire du direct, vous connaissez mes formats de vidéos YouTube. On va comparer la réponse de OnePro et la réponse de ChatGPT 4 et vous allez tout simplement voir qu'on obtient de meilleures réponses avec une IA faible mais un prompt parfait plutôt qu'avec la meilleure IA du marché et un prompt qui est, j'allais dire, très vague, j'allais dire même dégueulasse. Regardez ce que ça donne juste ici, il aura fallu 45 secondes à ChatGPT pour me répondre et il me dit soyez précis dans votre question, précisez le format souhaité, définissez un rôle ou un style d'écriture, incluez des critères de contrainte, etc., etc. Bref, là il me donne 8 astuces, vous pouvez mettre pause, si vous regardez les astuces, ça va être du bon sens, mais concrètement, moi, comment j'applique ça dans mon quotidien? Qu'est-ce que je fais de ces 8 réponses? Comment j'exploite finalement la réponse de l'intelligence artificielle? C'est inexploitable, donc je vais mettre ça où? Je vais mettre ça à la poubelle. Regardons maintenant, et je vous le dis, je suis sans filet, on va lancer la conversation et je vais découvrir ça avec vous. On est sur ChatGPT 4, le modèle sorti il y a 2 ans maintenant, c'est assez bluffant, et vous allez voir que logiquement, avec ce prompt qui est optimisé, on risque d'avoir une réponse bien meilleure que ce qu'on a eu sur le modèle à 200 $. Alors je vous avais dit, je suis totalement sans filet, donc là on a un prompt parfait, on est sur ChatGPT 4, on va obtenir effectivement des astuces qui valent l'équivalent de ce qu'on a eu juste ici sur le modèle à 200 $, donc des objectifs clairs, un contexte spécifique, des contraintes de style, public cible, etc., etc. Mais ce qui est pas mal derrière, c'est qu'on va avoir un exemple de prompt parfait, du coup rédigé par GPT-4, et donc... Donc l'influenceur l'a clairement dit, il était sans filtre, il était sans filet, et il a joué le jeu de voir 2 productions, celle de l'IA à 250 € avec un prompt simple, et celui d'un GPT-4 qui date de 2 ans, avec un prompt parfait. Malheureusement, vous voyez qu'on n'a pas du tout de résultats différents, ni de l'un ni de l'autre. Donc le fait d'avoir un ancien modèle qui est drivé par un prompt qu'on pense parfait, mais qui ne l'est pas, ne va pas générer un bon résultat, et un modèle qui coûte 250 € par mois, c'est comme une Ferrari qui est entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas conduire. Donc vous avez compris que globalement, ce qui va faire la différence, c'est apprenez à interagir et ne pensez pas que les LLM, c'était à la fois le système simple qu'on vous a présenté pendant 3 ans, ça ne l'est pas, ça demande réellement des compétences et de compréhension, d'autant plus que dès que vous changez de modèle, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas interagir de la même manière. Donc tout ça, je vous l'explique, je vous l'amène. Si vous en avez la curiosité, vous avez les formations en description. Qui voient des conseils à droite à gauche et qui savent plus du coup à quel sein se vouer, et du coup ils utilisent même plus les outils d'intelligence artificielle parce qu'il y en a trop, ils savent pas lequel choisir, et puis en plus ils savent pas comment rédiger, donc ils laissent tomber. Et ça c'est problématique quand on sait que l'intelligence artificielle va impacter très très fortement beaucoup de métiers, et que si on s'y met pas aujourd'hui, de GPT au 3. Il a parfaitement raison lorsqu'il dit que l'IA c'est indispensable, c'est une compétence must-have à avoir dans le domaine professionnel. Et ce qu'on comprend, c'est que il ne faut pas tomber justement dans la caricature en disant à travers la formule vous allez avoir un prompt parfait. Ce n'est pas le cas. Vous avez vu des influenceurs qui ont 60 000 abonnés qui utilisent des structures identiques et qui n'ont pas un résultat qui mène à quoi que ce soit, et que même lorsqu'il a utilisé lui-même la structure du prompt parfait avec les 2 IA, vous êtes rendu compte qu'il y a un modèle comme l'autre qui ont donné strictement les mêmes réponses. Ça prouve bien que ce n'est pas encore maîtrisé et que on peut pas non plus tomber dans la caricature de ce que nous donne le post de Michael où il indique que en utilisant simplement prompt ultra efficace, donne-moi 10 clés essentielles pour le prompt optimal, fournis-moi un prompt parfait. Globalement, on est encore une fois dans un excès de surenchère de communication. Il faut un peu de subtilité, il faut arriver à comprendre dans quel cadre on les utilise. Ça peut suffire dans des cas simples. C'est pas avec ça que vous allez faire une analyse croisée médicale, c'est pas avec ça que vous allez faire un prompt pour faire une plaidoirie d'avocat, c'est pas avec ça que vous allez faire un dossier de conseil financier. C'est là où on se rend compte qu'on sera toujours limité avec ce type de conseil. Ça montre encore une fois qu'il manque les éléments pour qu'ils arrivent réellement à nous amener quelque chose. Et c'est cette nuance qu'il manque depuis 3 ans dans les domaines des formations et dans les domaines de la communication, trop axé dans le marketing et pas assez au final
final pour moi sur l'efficacité, la subtilité. Les gens veulent du contenu rapide, mais on se rend compte que les compétences sont beaucoup plus subtiles à obtenir, qu'on va pas vous payer simplement parce que vous savez pianoter 3 phrases sur ChatGPT, mais qu'il faut réellement des vraies compétences de compréhension qui vont du machine learning à l'IA pour arriver à exploiter efficacement ces modèles. Sinon, ça reste du domaine de la vidéo publicitaire YouTube. Tout ça, je vous l'explique, je vous l'amène. Si vous en avez la curiosité, vous avez les formations en description. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez essayé, et j'espère que maintenant, vous serez un petit peu plus avisé sur la capacité d'un LLM de vous fournir une réponse, mais méfiez-vous des réponses d'une IA. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et à bientôt.